Et c'est parti, on y va pour notre 10e cours de TCH 052. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit retour sur la matière de la semaine dernière. Puis après ça, on va sauter dans notre gros sujet de la journée, qui est l'automatisation. Hein? Donc, on va voir comment prendre les différentes commandes qu'on a utilisées dans les dernières semaines, puis comment les faire enchaîner l'une après l'autre à l'intérieur d'un script bash. On va voir après ça que le script bash s'apparente beaucoup à ce qu'on a vu en programmation. Donc, on va voir les principes qui sont semblables, donc des variables, des affichages, la saisie, des opérations, des paramètres, puis voir un peu aussi où on peut se rendre avec des scripts bash. Mais premièrement, on fait un petit retour sur qu'est-ce qu'on avait vu. On avait vu la semaine dernière un paquet de un paquet d'outils hein, sous différentes thématiques. Donc, on avait premièrement vu des archiveurs puis des compresseurs ou des désarchiveurs et décompresseurs. Donc, on avait fait la distinction entre une archive qui me permet de regrouper plusieurs fichiers en un seul fichier, puis de la compression qui me permet de prendre un fichier et de le rétrécir en taille en utilisant des algorithmes de compression. Donc, on avait parlé que quand on travaillait sur les variantes de Unix, on avait le TAR pour le Tape Archive qui me permettait de créer des archives. Puis, on avait ensuite, comme en deuxième étape, okay, différentes applications pour faire la compression, comme gzip ou bzip. On avait parlé que ce que nous, on a, hein, qu'on utilise habituellement comme archive et compression en même temps, nous autres, c'est les zips, mais on avait jasé que c'était un algorithme propriétaire. Donc, dans le monde libre, c'était évité habituellement. On avait ensuite parlé de wget, qui me permettait d'aller chercher directement des fichiers de l'Internet. Donc, ça me permettait, en gros, de télécharger un fichier d'une adresse, d'une ressource quelconque. Donc, en gros, ça me permettait de faire qu'est-ce que ton navigateur il fait quand tu rentres une adresse puis tu payes sur Enter. Hein, il va aller chercher la page web pour l'afficher. Ben là, il allait juste faire la partie de « je vais chercher la page web » puis ça te donnait un fichier que tu pouvais regarder par toi-même. C'est utile. Il y avait beaucoup d'options de disponibles. Donc, on pouvait parcourir les pages, aller chercher tous les liens d'un certain type. Donc, c'est quand même versatile. Mettons que tu veux aller sur une page, tu veux télécharger toutes les images de cette page-là. Ben, wget peut faire ça extrêmement facilement et rapidement. On avait ensuite parlé de la gestion des différents processus. Donc, on pensait à notre gestionnaire de tâches de Windows. Puis, on avait différentes commandes qui prenaient un peu les mêmes possibilités, les mêmes options que notre gestionnaire de tâches. Donc, sous Linux, ça s'appelle les processus. On avait donc PS pour faire la liste des processus. On avait Kill pour terminer des processus. On avait vu aussi Top pour avoir une liste dynamique okay, avec les ressources utilisées et ainsi de suite. Donc, ça me permettait de voir tous les processus de mon ordinateur. Ensuite, on avait commencé à travailler avec la manipulation des données ou la manipulation de fichiers. Donc, on avait premièrement une première sous-catégorie pour l'affichage de différents fichiers. Donc, cat me permet de regarder un fichier au complet. On avait more qui me permettait de regarder un fichier, mais seulement avec un écran de grandeur, puis on pouvait scroller à l'intérieur. Puis ensuite, on avait less, qui était la version améliorée de more, parce que les noms des programmes sont faits par des petits programmeurs fins finaux. Donc, less qui me permettait d'avoir des options additionnelles. On avait de la recherche à l'intérieur. Il était aussi plus optimisé pour des gros fichiers. Donc, ça me permettait de travailler avec ça. On avait vu aussi head et tail qui me permettaient de voir le début et la fin de différents fichiers. On avait jasé de make dir et remove dir pour directory. Donc, ça me permet de créer des dossiers, les supprimer. Pour la suppression des différents dossiers, il faut faire attention à remove directory, rmdir, il faut que le dossier soit vide. Donc, si on veut juste détruire le dossier et son contenu,
on utilise une autre commande qu'on va voir plus tard, qui est rm. On a ensuite vu le touch, qui me permet d'accéder à un fichier, mais sans changer son contenu. Donc, ça me permet de soit créer un fichier vide, ou sinon de juste, admettons, changer la date de dernier accès d'un fichier quelconque. Donc, on s'était dit que d'envoyer un courriel en disant « Regarde la date du dernier accès » n'était plus une raison valable pour dire que tu as réussi un travail à temps. Et finalement, on avait la commande ARM, juste pour « Remove », qui me permettait de faire des suppressions de tout genre, donc de fichiers, de listes de fichiers, de dossiers, de sous-dossiers avec tout leur contenu à l'intérieur. Donc, on était capable d'enlever, mais avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Il faut faire attention avec ARM. Okay? Une mauvaise touche pourrait commencer à essayer d'effacer ton disque au complet. Hein? Donc, on fait attention à ce genre de commande parce qu'il n'y a pas de êtes-vous certain de vouloir continuer, comme avec la corbeille dans Windows. Ensuite, on avait regardé le filtrage de données, donc être capable de travailler avec un gros fichier, mais à l'intérieur du gros fichier, je veux seulement avoir certaines informations. Donc, on avait vu la commande grep qui me permet de rechercher des chaînes de caractères, puis quand les chaînes de caractères sont trouvées, il m'affiche la ligne qui contient cette chaîne de caractères-là. Donc, très utile pour passer, mettons, à travers un log puis trouver les éléments pertinents qu'on aurait besoin dans un travail, dans une résolution de problème. Puis, on avait vu aussi deux utilitaires, Hawk et Sed, qui me permettent de manipuler ces différentes lignes de texte-là. Donc, Hawk et Sed sont utilisés pour prendre un fichier, sélectionner, mettons, certaines lignes, puis reformater les différentes données qui sont à l'intérieur pour être capable d'avoir un meilleur affichage, pour être capable d'avoir une meilleure représentation, pour être capable de rebrasser les données d'une manière qui est plus conviviale à ce que j'ai besoin de faire. On avait terminé avec le triage de données, puis le décompte de données. Donc, on a vu la commande sort qui me permet de prendre les données puis de les trier de manière alphabétique ou numérique. Encore une fois, toutes ces différentes commandes-là travaillent sur des lignes de texte. Okay? Donc, chaque ligne de texte, c'est comme sa propre entité, sa propre information. C'est comme ça que lui, il réussit à délimiter les différents éléments. On continue, on avait WC, okay, qui était pour Word Count, qui me permettait en fait de compter un paquet d'informations à l'intérieur d'un fichier. Ça me permettait de compter le nombre de lignes, ça me permettait de compter le nombre de mots, ça me permettait de compter le nombre d'espaces pour être capable d'avoir des informations sur des fichiers texte. Ben, le principe ici, c'est que habituellement, il ne se rendra pas, quand tu essayes de le faire, là, dans une nouvelle VM pure, là, juste pour le fun, là, hein? Le principe, c'est qu'il va commencer à tout déliter. Okay? Mais puisqu'il délite tout, à un moment donné, il y a des éléments du logiciel qui vont juste arrêter de marcher. Fait que ça va faire en sorte que le système d'exploitation arrête de fonctionner à ce moment-là. Et donc, la commande va aussi arrêter de fonctionner à ce moment-là. Ça veut dire que tu n'auras pas nécessairement tout détruit, mais tu vas avoir détruit assez d'affaires pour que le système devienne inutilisable. C'est comme il s'est enlisé quelque part, là, puis il est comme rendu pogné là, où c'est qu'il n'y a plus assez de système d'exploitation pour que ça fonctionne, et qu'il n'est même plus capable de continuer de déliter des différents fichiers. Excellent. Donc, on tombe dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est l'automatisation. Donc, le principe de l'automatisation, ça va être à la place de devoir écrire un paquet de différentes instructions, okay, de manière manuelle à chaque fois, on va vouloir créer un fichier, okay, qu'on appelle un script, qui va être capable d'exécuter
ces différentes instructions-là pour moi. Donc, ça me permet de facilement avoir un outil qui a déjà les commandes pré-rentrées, puis qui me permet de faire une action dont j'ai besoin. Un exemple de le genre de choses que tu peux faire avec l'automatisation. Donc, admettons, moi j'utilise ces différents scripts-là quand, mettons, les étudiants me remettent un devoir. Okay? Donc, on se souvient, mettons, vous avez fait des devoirs en TCH 09, là, okay? Donc 11 pour le cours de C. Donc, vous devriez remettre vos différents fichiers .c. Puis on vous demandait de mettre ça dans une archive quelconque. Mais la majorité du monde va avoir différentes versions de c'est quoi les différents dossiers, il y a combien de sous-dossiers, est-ce que tu as juste mis les .c, tu as commencé à mettre un paquet de fichiers avec. Donc, quand moi j'ai besoin de corriger ces différents devoirs-là, je veux avoir des devoirs qui sont clean. Okay? Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux passer dans chacun des dossiers de chacun des étudiants. Je veux regarder puis trouver seulement les fichiers C qui sont disponibles. Puis, je veux déliter tout le reste, prendre les fichiers C, puis mettre ça dans le dossier immédiat après le nom de l'étudiant. Pour être capable de faire ça, premièrement, manuellement, c'est extrêmement fastidieux. Hein? Donc, de rentrer dans le dossier, d'essayer de trouver les fichiers C, d'être capable de déliter le reste, de copier-coller les fichiers C dans le dossier direct, c'est long et plate. Okay? Donc, en tant qu'informaticien, je travaille très fort pour moins travailler. Donc, on veut utiliser l'automatisation pour être capable de régler ce genre de problème-là. Fait que j'ai pensé à les différentes commandes qu'on pourrait utiliser. Hein? Donc, on a des commandes comme find, hein, qui me permet de trouver des fichiers avec certaines extensions. On a des commandes comme mv, hein, pour bouger les fichiers, puis des commandes comme rm pour détruire les différents fichiers. Fait que j'ai des commandes qui me permettent de trouver les différents fichiers C, les mettre dans le dossier principal, puis de déliter tous les autres fichiers. Mais là, je veux faire ça sur tous les dossiers d'une manière encore plus automatique. À la place d'aller dans le dossier CD, je vais dans le dossier, je tape les commandes une après l'autre, ça serait long encore une fois et fastidieux. Donc, c'est là que l'automatisation rentre en compte. Je vais être capable de construire un fichier de bash, un script, qui va automatiquement regarder qu'est-ce qui se passe et faire les actions que j'ai besoin. Fait que c'est à ça que ça sert. Fait que on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Ici, ça va être un survol qu'on va faire. Donc, on ne va pas aller dans la minutie des choses. On n'aura pas dans les structures de contrôle. Donc, en bash, on a vu les thématiques, là, des variables, des affichages, des saisies. C'est pas mal les mêmes principes qu'en programmation généralisée, là. Mais on va s'arrêter avant les structures de contrôle. Fait qu'il n'y aura pas de if, il n'y aura pas de fonction, il n'y aura pas de boucle, même si ces éléments-là existent en bash. Okay? Donc, si vous voulez, ça existe, mais on n'est pas un cours de programmation, donc on va s'arrêter avant que ça devienne de la programmation. Fait que c'est quoi un script de bash? Ben, les scripts de bash ont besoin d'avoir une extension, OK, .sh, OK? Donc, c'est des shell scripts, hein? Donc, le shell, c'est l'application qui me permet de rentrer différentes commandes. Sur Unix, c'est habituellement bash ou un de ses dérivés. Hein? Donc, il y a sh, il y a zsh, il y a fish shell, il y en a une panoplie, là, mais comme c'est tous des dérivés de bash, qui sont en fait des dérivés de sh initialement. Mais puisque c'est des shell scripts, on a l'extension .sh qui va être utilisée. Ensuite, le principe de ces scripts-là. On peut avoir plusieurs versions de programmes qui roulent. Okay? Donc, en ce moment, on va utiliser le langage, okay, de bash, hein, parce que c'est un langage, comme un langage de programmation.
Mais si on voulait, on pourrait utiliser d'autres langages de programmation qui seraient présentés au besoin. Donc, pour utiliser des shell scripts, il va falloir identifier c'est quoi le langage, puis en fait, c'est quoi l'application qui va exécuter ce script-là. Fait qu'on va regarder ça ici. Je veux... Fait ici, je vais apporter un gentil environnement de développement. Okay. Donc, j'ai Visual Studio Code. Okay. Donc, c'est un environnement, c'est un éditeur de texte bonifié. Okay. Donc, je suis dans un dossier en ce moment que j'ai appelé Terminal, puis j'ai une console en même temps que je peux utiliser. Fait que nous, on va se créer un nouveau fichier qui va s'appeler, mettons, first.sh. Okay. Donc, c'est un éditeur de texte. Fait que je peux voir ici, j'ai juste le fichier de disponible. On a ici l'éditeur de texte, puis on a le contenu. OK? Donc, allô, je suis dans le fichier. Si je sauvegarde ça, puis un ls, je peux voir que j'ai mon first.sh. Puis si je regarde le contenu de celui-là, je peux voir ici, oups, ça comme il faut, parce que dans ce moment, je peux voir que j'ai le contenu du fichier qui est à l'intérieur. OK? Qui est bien le lien avec ce que je suis en train de faire. Fait qu'on s'est dit, la première instruction que je dois mettre dans un script, c'est l'interpréteur de notre script. OK? Donc, on va programmer des choses dans le langage de Bash. Donc, il faut absolument que j'indique que c'est Bash qui va utiliser ces scripts-là. Fait qu'on va avoir ce qu'on appelle un shebang ou un hashbang ou juste un bang. Okay, donc, le nom dépend de à qui tu demandes. Le principe, c'est qu'on a un dièse, un hashtag, un pound sign ou un sharp, dépendamment à qui tu demandes encore une fois. On a un point d'exclamation, on a le bin bash. Donc, ça dit en gros, l'application que je veux qui exécute ce script-là, ça va être dans le bin bash. Ici, c'est la première ligne, puis c'est en commentaire. Fait que lui, il va regarder cette première ligne-là, mais sinon, les autres lignes qui commencent par des dièses, okay, c'est des commentaires, comme on utiliserait des double slash en C. Fait qu'on peut avoir des commentaires, puis ça va s'exécuter. Donc, on peut voir ici, on a pas mal les informations, donc l'extension SH, on a besoin du shebang, hashbang, shabang, quelque chose bang, ok? Ou juste bang, des fois Fait qu'on a des commentaires avec les dièses, puis le principe, c'est que je peux écrire différentes commandes à l'intérieur, puis les différentes commandes vont être exécutées de manière séquentielle, ok? Comme un logiciel qu'on aurait créé. Fait que je peux écrire des choses comme ls-la, mettons, puis je sais pas moi, echo allo, la classe. OK? Fait que pour être capable d'exécuter ce script-là, OK? On va avoir ici un rappel de notre cours d'il y a 2 semaines sur les droits d'accès des différents fichiers. Donc, en ce moment, OK, si je regarde les droits d'accès de mon fichier ici, je peux voir que bon, c'est pas un répertoire, c'est pas un directory, puis j'ai, en tant que propriétaire du fichier, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de lire, mais j'ai pas le 3e droit. Le 3e droit, c'était lequel? C'était le droit d'exécution, exactement. Merci. Donc, le droit d'exécution me permettrait d'exécuter le fichier. Fait que là, si je veux exécuter le fichier, pour exécuter un fichier, il faut que je le rentre dans ma ligne de commande, mais je ne peux pas juste écrire first.sh. OK? Oups. Donc, first.sh ne fonctionnera pas,
quand je veux exécuter quelque chose, il va aller chercher les commandes par défaut. OK? Donc, tu sais, ls, quand je pèse sur Enter, là, il n'est pas dans le dossier courant. Là. Il va le chercher dans une liste de programmes qui est déjà préétablie. Fait que si je veux exécuter quelque chose qui est dans le dossier courant, il faut que j'y indique que, hey, je veux pas que tu ailles chercher dans la liste normale, je veux que tu regardes dans la liste, dans le dossier courant. Fait que pour être capable de représenter le dossier courant, on utilise le /. Donc le // me dit, je suis dans le dossier courant, je veux exécuter le script first.sh. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça va me dire permission denied. Pourquoi? Ben, on vient tout juste de le dire. On n'a pas le droit de l'exécuter en ce moment-là. On n'a pas les permissions requises pour être capable de exécuter cet élément-là. Donc, si je veux être capable d'exécuter mon script, il va falloir changer les droits du fichier, les droits d'exécution du fichier. Donc, pour changer les droits du fichier, on avait vu la commande chmod, okay, pour Change Modifiers. Donc, chmod, ici, on pourrait écrire le nombre, tu sais, là, qui est l'élément base 7 qu'on pourrait utiliser, mais puisqu'on veut juste rajouter quelque chose, je peux utiliser un raccourci qui est le +X. Donc, rajoute l'exécution à les éléments déjà courants. Fait que je viens de faire un chmod, rajoute l'exécution avec +X de mon first.sh. Si je regarde de nouveau, ben, je peux voir que j'ai maintenant les droits d'exécution pour tout le monde. OK? Fait que là, si j'écris si j'écris first.sh, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux voir ici, le ls-la a été exécuté. Puis ensuite, le echo allo la classe a été exécuté par la suite. Ouh! On est maintenant non seulement des programmeurs, hein, parce que vous avez passé votre cours de C, mais vous êtes des scripteurs maintenant. Qui font des scripts. Donc, on peut avoir plusieurs différents scripts intéressants. Tu sais, mettons qu'on reprend ça ici, là. J'ai cliqué sur des... Oui! Est-ce que tu as oublié mon exemple où c'est que j'ai parlé que je voulais classifier tous les fichiers que vous me remettez de manière automatisée dans tous les dossiers, puis que j'avais pas besoin de rien faire sauf rouler mon script? Ou Ah, ça c'est une bonne question. Donc, il y a deux utilités principales. Premièrement, le fait que c'est un script qui est interprété. Hein? On n'a pas besoin de le compiler en programme additionnel pour être capable de travailler avec. Ça veut dire que j'ai juste besoin de modifier ça, puis je le roule, puis ça part tout de suite. Okay? Contrairement à des programmes, mettons, en C ou en Java, où il faut prendre le programme, l'exécuter, avoir un environnement pour être capable de le compiler, puis une fois que tu as l'élément compilé, là, tu peux commencer à l'utiliser. Donc les scripts sont beaucoup plus versatiles, beaucoup plus dynamiques pour être utilisés dans des environnements où c'est qu'on travaille avec le système d'exploitation. La deuxième chose qui est intéressante avec les scripts, c'est que tu as un accès à toutes les fonctionnalités des différents programmes déjà existants. Donc, d'appeler des programmes déjà existants dans d'autres langages de programmation, c'est quand même pas mal plus fastidieux puis pas mal plus problématique que de juste avoir à écrire la liste des différentes commandes. Okay? Puis une dernière raison, ça va être Bash est disponible dès que tu es sur un environnement de Unix. Okay? Si tu écris un programme en Java, ben, pour être capable de l'exécuter, il faut que Java soit installé sur la machine.
Donc, moi, mettons, en tant qu'administrateur de système, hein, donc j'ai besoin de, mettons, déployer des serveurs ou de travailler, OK, sur différents ordinateurs. Je peux pas me dire que tous les ordinateurs vont avoir un environnement de développement, OK, prêt, puis capable de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Si j'utilise le dénominateur commun de Bash, ça me permet de dire, ben, j'ai écrit le script une fois, puis je sais qu'il va être exécutable partout. Et voilà. C'est les mêmes commandes, c'est ça. Effectivement. C'est comme le principe, c'est que tu peux. Il y a beaucoup d'outils hein, pour résoudre des problèmes de nature informatique. Puis chaque outil a comme ses forces et ses faiblesses. Si tu commences à avoir un programme là, qui a des variables, puis qui a besoin de fonctions, puis que tu es rendu à de la logique aussi, qu'il faut que tu prennes des décisions, c'est peut-être plus Bash ton outil de base. T'sais. Peut-être que là, ça serait le temps de switcher à une plateforme qui est plus adaptée pour être capable de faire de la gestion de logique. Mais si tu veux juste une affaire qui roule une série de commandes avec quelques variables possibles, une ou deux conditions, ben, ça serait inutile d'avoir un environnement de développement complet en Java ou en C pour être capable de faire ça. Le principe, c'est que tous les outils sont capables de tout résoudre ces problèmes-là. Mais est-ce que tu te donnes plus de trouble à utiliser le mauvais outil puis essayer de le faire fitter à ta problématique? C'est le même principe que, tu sais, moi j'ai des serveurs qui roulent Linux, j'ai mon ordinateur de présentation qui roule macOS, j'ai mon ordi de gaming qui roule Windows, ok, moi j'ai une très grande pensée de comme chaque outil a sa force, chaque outil a son utilité, mais il faut pas essayer de forcer la main. T'sais. Donc, même principe, les langages de programmation, il y en a des centaines. La majorité de chaque langage de programmation a une force ou un type de problème dans lequel ça va être plus facile de travailler avec ce langage de programmation-là. Oh. Excellent. Donc, si je m'en vais ici, moi j'ai dessus des choses. Pas de problème. Fait qu'on peut avoir une série de commandes. Donc ici, je peux marquer, mettons, uptime. Ouais. Et oui. Ouais. Ben ici, il y a une problématique fondamentale ici, puis ta question a une réponse déroutée. OK? Fait que on va jaser des deux grandes familles de langages de programmation. Il existe deux grandes familles de langages de programmation. Il y a des langages compilés, puis il y a des langages interprétés. OK? Donc, les langages compilés, ça veut dire que tu vas prendre le code source, puis le code source va être compilé, OK, va être transformé en quelque chose d'autre. Habituellement, un exécutable. OK? Donc, le C rentre dans cette famille-là. Quand tu veux exécuter un programme en C, tu as besoin de prendre ton fichier C, de le passer à travers le compilateur. Hein, le langage compilé, ça prend un compilateur. Puis ça donne un exécutable. C'est cet exécutable-là que tu double-cliques dessus. C'est là que ton programme s'exécute. OK? Même principe, en fait, pour Java. Java, c'est aussi un langage compilé. Bon, là, il y a comme... C'est compilé dans une machine virtuelle, mais le principe, c'est que le point Java que tu utilises, OK, il est transformé en point class, puis c'est le point class qui est exécuté par quelqu'un d'autre, mais comme le principe, c'est que c'est pas le point Java que tu exécutes directement. C'est pas ça qui reste sur l'ordinateur quand tu as fini de travailler. Et ça, c'est la première grande famille, les langages compilés, où c'est que le code source n'est pas la chose que tu utilises pour rouler le programme. Deuxième famille de langage de programmation,
c'est les langages interprétés. Donc, les langages interprétés, eux, ils vont avoir un logiciel qui existe pour être capable de lire ton code source directement, puis d'être capable de faire des choses avec directement le code source. La faille à ça, il y en a deux. La première, c'est qu'il faut que cet interpréteur-là soit installé sur l'ordinateur pour que ça fonctionne. Le principe du C, c'est que ton code en C, tu crées l'exécutable, puis l'exécutable, tu peux l'envoyer à qui tu veux. Là. On s'en fout après, ça va juste rouler. T'sais. Si tu veux avoir des choses qui sont interprétées, il faut avoir l'interpréteur d'installer sur ton ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, on a l'interpréteur qui est installé sur l'ordinateur. Tous les ordinateurs qui sont basés sur Unix ont un interpréteur de bash. Donc, si tu voudrais avoir d'autres langages, mettons, de programmation, il faudrait que ce soit d'autres langages qui sont interprétés. Donc, dans les langages interprétés, le king des kings en ce moment, c'est Python. Donc, Python est un langage interprété, a besoin d'avoir un interpréteur d'installer. Donc, quand tu installes Python, tu installes l'interpréteur qui est capable de prendre les fichiers sources puis d'être capable de les exécuter en temps réel. Fait qu'il va regarder comme chacune des lignes, puis il regarde la ligne, il l'exécute. Il regarde la prochaine ligne, il l'exécute. Fait que ça, c'est... on disait que les interpréteurs, il y avait deux failles. La première, c'est qu'il faut que l'interpréteur soit installé. La deuxième faille des langages interprétés, c'est que le fait qu'il faut qu'il lise le texte, qu'il regarde c'est quoi le texte, qui après ça fasse l'instruction qui est gérée avec ce texte-là, ça fait en sorte que c'est plusieurs ordres de grandeur moins performants que les langages compilés. OK? Je parle ici de 200 à 500 fois plus lent. Là. OK? Donc, pour n'importe quoi qui est problématique au niveau de performance, d'utiliser des choses interprétées, ça ne marche pas. T'sais. Là, par exemple, habituellement, avec quand je suis en train de faire un script, c'est une petite partie d'automatisation que je veux faire. Si, habituellement, l'action des instructions prend 30 millisecondes, puis là, je me retrouve à ce que ça soit 300 millisecondes, c'est pas grave. 300 millisecondes, c'est pas perceptible, là, pour moi, là, quand j'active ce script-là. Est-ce que ça répond à ta question? Le principe ici, c'est que tu ne peux pas mettre directement genre /C parce qu'il n'existe pas d'interpréteur de C. Bon, Astérix, il existe des interpréteurs de C, mais c'est des produits expérimentaux, c'est pas ça le but de C. Le but de C, c'est d'être compilé. Il faudrait que ce soit des interpréteurs. Fait que ici, tu pourrais avoir des choses comme /bin/Python, si Python est installé sur l'ordinateur, /bin/Ruby, qui est un autre langage interprété. Donc, c'est pour d'autres interpréteurs. Puis c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Où c'est qu'on était? Oui, on est en train de juste faire d'autres commandes, juste pour voir. Fait que ici, j'ai rentré d'autres commandes. Ça veut dire que si j'exécute ça, on peut voir les autres commandes qui roulent à l'intérieur. Donc, on peut voir ici, le dernier update de macOS était il y a 8 jours. Parce que moi, je restarte jamais mon ordi par moi-même. Fait que, on a le principe fondamental d'une série d'instructions qu'on est capable d'exécuter de manière séquentielle. Parfait. On continue. On tombe dans les différents fondements de langage de programmation. On a la possibilité d'avoir des variables. Donc, les variables, puis là, ici, ça va être quelque chose qui est nouveau pour vous, qui avez seulement travaillé avec des langages compilés. Donc, dans les langages interprétés, les variables sont dynamiques. OK? Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de type de rattaché, puis ils n'ont pas besoin d'être déclarés à l'avance. Fait que quand tu en as besoin, tu as juste besoin de dire le nom de la variable égale ce que tu veux, puis paf, la variable va automatiquement être créée pour toi.
Ici, en bash, il y a un bémol parce que bash ne se veut pas être un pur langage de programmation. C'est vraiment un langage de scripting. Fait que pour lui, toutes les variables, c'est considéré comme étant des chaînes de caractères. Ici, il faut faire attention aussi à la syntaxe du langage. Donc, on a vraiment ici le nom de la variable, un égal, pas rien entre les deux, puis la chaîne de caractères qui représente qu'est-ce que je veux avoir. Ici, il faut comprendre que Bash a été créé, c'est comme le C, c'est un des plus vieux langages de programmation qui reste encore, là. Il a été créé dans les années 60 et début 80. Ben, Bash était déjà vieux quand le C a été créé. Donc, les règles de syntaxe, de nos jours, on les considère très capricieuses. Donc, il y a des décisions très, très, très rigides qui ont été prises sans vraiment de bonnes raisons derrière. Bon, les bonnes raisons, c'est qu'il fallait que ça soit plus facile à programmer, parce qu'on était au début de l'ère informatique, on n'avait pas créé de bons programmes encore, là. On n'était pas capable de faire ça. Il fallait juste créer des programmes. On avait des idées, là, puis il fallait faire des choses. Fait qu'on mettait des règles rigides pour que ce soit facile à construire comme programme. Fait que on est obligé d'avoir l'élément qui vient avec. Fait que je peux avoir ici prénom est égal à Hugo. Et mettons le nom est égal à Leblanc. OK? Donc si je veux juste rouler pour l'instant, je peux voir que ça affiche rien avec ça. Donc, c'est vraiment juste, en ce moment, j'ai sauvegardé la variable. Je vais pouvoir l'utiliser plus tard. Fait que là, la question que je sais, brûle vos lèvres, c'est, mais Hugo, comment est-ce que je fais pour utiliser la variable? Excellente question, étudiant fictif. Pour utiliser la variable, on va utiliser le signe de $. Donc, le signe de $, va être capable de dire ce qui suit, évalue-le comme si c'était une variable. Évalue-le pas comme si c'était du texte que je veux utiliser. Donc, on va regarder les minuties des choses. Fait qu'on va enlever le restant. Allô la classe, ça c'est important, qu'on soit bien chummé, que vous soyez les bienvenus. Fait qu'on peut avoir ici. On clique ici. On a le echo. OK. On peut marquer juste le hello world. Juste par principe. On a aussi, quand on parle d'affichage, une affaire qu'on est habitué, c'est qu'est-ce qui arrive si je veux avoir un saut de ligne à l'intérieur de mon affichage. C'est un classique. Donc, habituellement, si tu veux un saut de ligne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets un \n pour être capable de dire que c'est un caractère d'échappement, puis le backslash, puis après ça, le N, c'est pour dire un new line. Le T, c'est pour des tabs, le R, c'est pour un retour de chariot. Il y en a plein de backslash quelque chose. Là. Ben, ici, la problématique, c'est que si j'essaye d'écrire \n, ça ne marche pas. OK, donc ici, Samuel demande, y a-t-il une différence entre les doubles guillemets et les simples guillemets? Oui, on va la voir dans quelques minutes. Donc, je retiens ta question en suspens. Donc, on a le \n qui ne fonctionne pas. Merde. Donc, pour être capable de l'utiliser, si on s'en va voir le echo, je pense que le mien, il ne sera pas capable, en fait. Ou moi, ça va être \n. Si je l'essaye dans ma fenêtre. Ouais, ok. Fait que ici, le echo peut avoir un paramètre additionnel. Là, il faut faire attention, dépendamment de la version de Unix qu'on est en train d'utiliser, ça ne sera pas nécessairement les mêmes options. Parce que là, si on revient à notre historique des variantes de Unix,
on en a eu deux, ultimement, qui sont encore utilisés de nos jours. On a le BSD, le Berkeley Software Distribution, qui était la version officielle de Unix, la version propriétaire, qui avait juste été donnée puis qui avait été libérée des différents droits. Et que ça faisait en sorte qu'il y a une version, puis c'est la version sur laquelle macOS est basé. Hein, quand je fais man echo, je peux voir ici que c'est le BSD General Commands Manual. OK? Version, je sais pas quelle année, là, attends, là. Hein, dernière version, 12 avril, OK, 2003. Puis lui me dit, j'ai le droit d'avoir l'option "-n". Mais si je regarde, laissez-moi retrouver. La version de Linux, ben lui a l'option N, mais a aussi l'option E qui va être capable d'interpréter les échappements avec des backslash. Donc, des fois, hein, les fichiers, ça va dépendre de quel outil tu es en train d'utiliser. Il faut faire attention. OK, à quelle version tu es en train de... Avec quelle version tu es en train de travailler. Fait que moi ici, pour être capable d'utiliser celui-là, il faut que j'utilise l'option "-n". Exactement. Mm-hmm. Ah, mais c'est ça, moi je l'ai même pas. Il marche pas pour moi. Le E, c'est ça, là. Moi je l'aurais pas. Là. Ah, tu vois, il est même pas marqué, mais il marche pareil. Il est donc bien. Il est donc bien fancy. Il est pas dans le manuel. Mais il est là pareil. Il y en avait-tu deux? /E. C'est définitivement /E. Mais dans mon manuel, il dit que ça dit pas que ça existe. Mais ça marche quand même. C'est cool, hein? Il était là, toi, le tien? Moi qui aveugle. Blablabla. Moi, il est juste pas là. Ouais, ben ça, c'est la page que moi j'avais montrée, là, ça, tu parles? Ok. Je l'ai manqué, hein, le s'il est là. Mais bon, il fonctionne quand même. Tant mieux. On aime ça, des options qui ne sont pas présentées pour nous. Mais, bon, le /n, ok, c'est cool, mais c'est pas ça qu'on veut travailler. Nous, ce qu'on veut travailler, c'est le signe de dollar avec les différentes variables. Okay? Donc, on peut même en avoir plusieurs en même temps. Cool. Puis, on va avoir, hein, c'est pas nom et prénom avec des signes de dollar qui est marqué. Il a évalué le contenu de la variable, puis il l'a présenté pour nous. Oui. Ben, il va toujours falloir un éditeur de texte pour créer un fichier. Là. Fait que, tu peux avoir bloc-notes, là, mais il te faut un éditeur de texte. Là. Ben, en fait, si tu veux, tu peux très bien utiliser juste le terminal. Là. On avait vu qu'on avait des éditeurs de texte dans le terminal. Là. C'est pas un problème. Là. Hein? Donc, on avait Vim là, qui permettait de l'éditer de manière manuelle dans le terminal. Là. Ben, Vim ne sera pas par défaut sur ton ordi de Windows, là, mais tu peux aller télécharger puis ça peut être fonctionnel. Là. Mais Visual Studio Code, ça c'est disponible sur toutes les plateformes.
OK, fait qu'on va regarder justement l'autre question de tantôt. Donc, je peux avoir ces différentes évaluations de variables-là à l'intérieur de d'autres chaînes de caractères. On peut même voir ici qu'il y a de la colorisation de la syntaxe. Il est capable de comprendre que quand il y a un... oups, j'ai marqué Vim. Celui-là. On fait un petit clear juste pour que ce soit plus clair. Donc, on peut voir ici que c'est fonctionnel. OK. Faire attention ici, pour revenir à la question de tantôt, est-ce qu'il y a une différence entre les doubles guillemets et les guillemets simples? Oui, messieurs, il y en a une. Voyons voir qu'est-ce qui se passe quand je mets des guillemets simples. Déjà là, dans la colorisation de la syntaxe, je vois que tout est en rouge. Fait que ça me donne un indice de qu'est-ce qui va se passer. Quand j'ai des guillemets simples à l'intérieur de bash, il ne va pas considérer qu'est-ce qui est à l'intérieur de ces guillemets-là. OK, donc je ne peux pas avoir de l'évaluation de variables. Si je veux avoir de l'évaluation de variables, il faut que j'utilise les doubles guillemets. Parfait. On continue. On est capable de prendre aussi des résultats de variables, puis d'être capable de les stocker à l'intérieur de... on est capable de prendre le résultat de commandes, puis de les stocker à l'intérieur de variables. Fait que, ici, oups, comme ça, je donne un exemple. Donc, on a ici, OK, le résultat de quelque chose. Ici, on a un autre élément qui est extrêmement important. Donc, on vient de voir qu'il y a une différence entre les guillemets simples puis les doubles guillemets. Mais en programmation, on avait besoin d'un troisième type de guillemets. OK? Parce que deux types de guillemets, c'était pas assez pour nous. On a besoin d'un troisième type de guillemets. Puis ce troisième type de guillemets-là, ça s'appelle les backticks. OK? Donc, c'est des accents graves tout seul. OK? Donc, si tu fais sur accent grave deux fois, là, ça va t'en faire deux sur un clavier francophone. Sinon, c'est la touche qui est au-dessus du Enter sur un clavier anglophone. Fait que les backticks, OK, c'est une catégorie intéressante parce que qu'est-ce que tu mets à l'intérieur des backticks va directement être évalué. OK, donc ici, si j'ai CPU puis je mettrais 4, blablabla, blablabla, le principe, c'est que cette opération-là doit être faite. C'est le résultat de cette opération-là que je veux aller chercher puis mettre dans CPU. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que j'utilise des backticks. Là, ici, cette commande-là est faite pour marcher sur Linux. Malheureusement, moi, si je m'en vais voir, j'ai pas rien dans proc. OK, ça n'existe pas mon affaire. Là, ici, pour savoir mes informations de CPU, moi, je peux utiliser 6ctl-a, là, OK, qui me donne un paquet d'informations. Puis, si je veux avoir les informations sur mon CPU, je peux faire quand même le grep avec CPU frequency. OK, puis ça me donne, OK, des informations. Mettons qu'on met CPU frequency 2 points, OK, juste pour avoir la fréquence d'horloge de mon CPU. Fait que si je veux représenter le même exemple, je vais mettre le CPU, je ne mets pas d'espace, je mets les backticks. OK, donc c'est pas des guillemets simples, c'est pas des doubles guillemets, c'est le troisième type magique de guillemets de programmation. Puis à l'intérieur, je peux mettre ma commande ctl-a, je fais un grep, donc on a vu le pipe la semaine passée, qui me permettait de prendre le résultat d'une opération puis de l'envoyer à une autre commande. Fait que je prends le résultat de mon 6ctl-a, qui me donne un paquet d'informations, puis moi je veux juste avoir les lignes qui a CPU frequency à l'intérieur. Fait que frequency. Puis à partir de là, je peux faire pas CPU, CPU.
Attends, on va remettre ça un petit peu plus gros. Ouh! Être certain qu'on voit bien ce qui se passe. Non. Fait qu'on peut voir ici. J'ai oublié de mettre le point virgule pour que ça le prenne. Bon. Fait que je peux voir ici que mon élément, ok, va juste chercher ce que j'ai besoin. Si je voudrais, je pourrais aller chercher mes fonctions de Hawk, hein, qui me permettraient de prendre ce résultat-là, puis de dire, je veux juste aller chercher la deuxième colonne, ok, pour avoir juste la version que je veux avoir. Comme il y a plein de choses que tu peux les enchaîner, les commandes, tu sais, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on a les différentes commandes qui sont à notre disposition. Parfait. Je pense qu'on est prête pour une petite pause. Donc, on va se donner une petite pause de 10 minutes. Puis, on va revenir par la suite regarder les autres fonctionnalités. Donc, on va continuer après ça avec la saisie à l'intérieur de nos scripts bash. On se donne un petit 10 minutes de pause. Et voilà. Donc, à tout de suite. On se revoit dans 10 minutes. Pardon. Tu regardes ton devoir. T'as-tu un autre devoir ou t'as juste un projet? Pardon.
Mhm. Mhm. Ouais, il y avait quelque chose qui faisait automatiquement là, avec un plugin de Antler. C'était dans le Maven. Là. Il me semble que c'est.
Tu veux pas changer le code. Et là, le code est build avec Maven. Je vais juste changer les configurations d'IntelliJ pour que ça fonctionne. Mais il rajoute un package qui n'est pas le bon package et que ça va faire en sorte sûrement que ça compile plus après. Alright. On est de retour. On continue à regarder les différentes commandes pour être capable de construire des scripts en bash. Donc, on vient de voir comment afficher différentes informations. On a vu les principes de variables. On a vu les principes des différents types de guillemets, incluant les super spéciales backtick qui me permet d'évaluer des informations. Fait que là, on va aller dans l'autre élément typique de programmation, qui est la saisie d'informations. Donc, pour la saisie d'informations, on va avoir une fonction qui me permet de faire ça, qui va être la fonction read. Donc, la fonction read, c'est un peu le même principe qu'un input, là, OK? Ou n'importe quoi qui réussit à faire de la saisie dépendamment de votre langage. Donc, on est capable de lire les différentes informations qui viennent de la ligne de commande. Donc, comme n'importe quelle autre fonction de saisie, le script va attendre, okay, va devenir bloquant pour attendre que l'utilisateur rentre des informations. Puis, une fois que l'utilisateur a pesé sur Enter, ça va prendre les informations puis être capable de les assigner quelque part. Donc, le principe, c'est que quand j'écris la commande, on peut marquer read suivi du nom de qu'est-ce que je veux aller, la variable que je veux qu'on utilise. Donc, à partir de là, on est capable de faire les saisies habituelles, est capable de faire afficher à l'écran des choses, prendre l'information, puis le réutiliser par la suite. Que si on regarde, on va y aller. Hop. Non, je veux. Excellent. Donc, je peux faire des choses comme. Et à partir de là, on a un echo. Que si j'exécute mon script, je vois que je ne retourne pas en ce moment à ma ligne de commande, hein, parce que c'est en train d'attendre les informations. Donc, à ce point-là, j'ai besoin de rentrer quelque chose. C'est pas mon vrai âge, c'est juste des chiffres que j'ai marqués. Puis, quand j'ai cliqué sur Enter, là, le script a continué, a pu utiliser la variable que je lui ai donnée, puis a pu faire afficher le résultat avec qu'est-ce que j'ai besoin. Ici, on est capable de saisir plus qu'une information à la fois au besoin. Donc, je peux avoir prénom, non. Donc, tu peux avoir dans read plusieurs informations. Et on va le mettre en dessous, hein, parce que c'est en ordre d'exécution. Toutes les avoir à l'intérieur d'un seul page. Donc, j'ai le read qui va sauvegarder 3 informations. Donc, les informations vont être délimitées par des par des espaces. Donc, quand ça va faire le read, je peux marquer Hugo Leblanc, OK, 4. Puis,
ça va aller chercher les différentes informations qui sont délimitées par des espaces. Donc, tu ne peux pas faire en sorte d'avoir des réponses de read qui ont des espaces à l'intérieur. On a aussi la possibilité d'avoir un message quand on travaille avec le read. Avec l'option "-p". Et "-p". Je sais pas s'il marche. Ah ouais, okay. Entrez votre nom, prénom, âge. Attends, on va mettre un espace avec un 2 points. Cible. Que je peux maintenant dire égal, bla bla. Donc, un peu comme les saisies habituelles, on peut demander de l'information avant d'aller chercher la dite information. Évidemment, avec read, il y a plus d'options que juste P. Hein? Donc, si on s'en va chercher ici, on a un petit lien. On agrandit ça pour deux fois. Donc, on a les différentes options, puis on a les différentes variables. Les différentes options, hein, on a vu le P pour le prompt. Puis on est capable d'aller chercher, mettons, un nombre de caractères maximum. OK? Donc, s'il y en a trop, on l'arrête. On peut aussi avoir un temps de timeout. Donc, si tu rentres rien, c'est pas un problème. Il va juste faire comme s'il y avait lu rien, puis il va mettre des valeurs vides dans les différentes variables. Donc, on est capable ici d'avoir d'autres options qui sont disponibles. Le lien que je viens d'utiliser, c'est le lien qui est dans la diapositive. Fait que on est capable de faire des saisies. Donc, par défaut, on a dit que toutes les variables qu'on utilisait avec directement le nom de variable est égal à quelque chose étaient des chaînes de caractères. Donc, pour être capable de faire des opérations arithmétiques, on va vouloir utiliser une autre commande pour avoir des éléments mathématiques. Donc, on va avoir l'option let qui me permet de faire des opérations mathématiques à l'intérieur de mes scripts. Donc, le let me permet de faire une assignation à une variable, mais que cette variable-là soit un résultat mathématique. Si je ne mets pas le let, ben, il va penser que c'est tout le temps des chaînes de caractères ou des assignations directes. Donc, let, ici, va me permettre d'avoir une valeur numérique à 4, une valeur numérique à y, puis le résultat de l'opération qui est sauvegardé dans le résultat, okay, qui va être l'opération mathématique derrière. Donc, on essaye ça. On va enlever mon read. J'ai besoin de l'écrire à chaque fois. Et je peux voir ici le résultat de 5 plus 23. Hein? Ça me donne bien 28. Ici, il me semble que let est assez cool pour ne pas avoir besoin de guillemets au besoin. Et il me semble par exemple que si je fais ça, là, il est plus content. Okay? Donc, on fait attention, toujours capricieux. Hein? On
a les opérations mathématiques, mais l'opération mathématique n'accepte pas les espaces en lettres. Fait que on a différentes options pour les opérateurs mathématiques. Donc, on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, hein, donc le double étoile va être pour la puissance. Puis on a notre gentil modulo qui utilise le pourcentage. On est aussi capable d'avoir des assignations automatiques, un peu comme on est capable de faire en C. Hein? Donc on peut avoir le plus égal qui me permettrait de faire quelque chose comme résultat est égal à résultat plus quelque chose. Hein? Je pourrais marquer résultat plus égal à la place. Donc on a les raccourcis syntaxiques pour une accumulation sur une opération mathématique quelconque. Fait que capable de faire des opérations mathématiques. Prochain sujet dans les scripts. Donc encore une fois, on est en train de voir toutes les options possibles qu'on peut avoir dans nos scripts en bash. On va avoir des paramètres d'entrée au script. Donc, quand on a un script, un peu comme quand on utilise les différentes commandes. Donc, quand j'utilise mon script, comme les commandes, je peux rajouter, OK, des éléments après le script qui vont être considérés comme étant des paramètres d'entrée à ce script-là. Donc, on va regarder, on va effacer tout là, on va tomber dans les paramètres. Fait que on peut marquer nombre de paramètres. Fait que le premier élément, ok, donc on va avoir le signe de dollar comme d'habitude, mais à la place d'avoir le nom d'une variable, on va avoir juste des chiffres ou le dièse. Ok? Donc le dièse, le hashtag, le pound, le sharp. Donc si tu mets ça avec le comme nom de variable, ce qui va me dire, c'est le nombre de paramètres d'entrée que j'ai envoyé. Donc le nombre de paramètres d'entrée, ça va être le nombre d'éléments, puis les éléments sont séparés par des espaces. Donc ici, si on le fait un petit peu plus petit, là, on a 1, 2, ça veut dire que j'en ai 2. Si j'en ai aucun, j'en ai 0. Ensuite, on peut avoir, dans le même principe, différentes informations. Donc, avec ces outils-là, si je fais $0, donc $0, ça va me donner le nom du script que j'ai utilisé, tout simplement. Donc, des fois, c'est utile si tu as besoin de bouger ton propre script ou des choses comme ça, là. Donc, ça te permet de savoir le nom du fichier qui a été invoqué. Puis à partir de là, on peut utiliser le $ avec un chiffre, OK? 1, 2, 3, 4, 5. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va me donner le numéro du paramètre comme étant une variable. OK? Donc ici, donc je fais ça plusieurs fois, juste pour bien montrer l'exemple. Donc les variables avec un numéro directement, donc $1, $2, $3 et $ jusqu'à l'infini, va me donner le test, qui est le premier paramètre, le méga, qui est le deuxième paramètre, le super, qui est le troisième paramètre. Si j'essaie de faire quelque chose qui n'existe pas, ça va pas planter. Ça va juste faire, ben c'est vide, j'ai pas besoin de travailler avec ça.
On a aussi l'option Shift qui me permet de repositionner les différents paramètres. Ici, on va essayer ça. Fait que Shift me permet de changer la numérotation des paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en ce moment, hein, j'avais 0, 1, 2, 3. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai shifté tout de 2. Fait que, à place que ça soit le 1 qui est ici, ben le 1, je l'ai déplacé de 2 vers la droite. Fait que ça fait en sorte que le 1 était rendu là. Ben le 2, il est rendu ici, il n'y a pas rien. Le 3, le 4, et ainsi de suite. Je peux aussi y aller dans l'autre sens. Ah non, il n'est même pas dans l'autre sens. Sinon, je pense que je peux juste faire Shift tout seul, qui va juste me faire un Shift de 1. Ouais. Fait qu'on peut faire juste Shift tout seul, me permet de faire un Shift de 1. Hein, fait que celui-là devient numéro 1. Celui-là devient numéro 2. Point intéressant à mentionner, hein, le nom du script, le $0, lui, il ne peut pas être modifié. Là, okay? C'est seulement à partir de 1, 2, 3, 4, 5 que le shift commence à travailler avec. Voilà. Autre élément possible quand on travaille avec des scripts en bash, on a les tableaux. Donc, on est capable d'avoir un tableau, hein, donc avec des cases qui sont numérotées qu'on peut réutiliser par la suite. Donc, on va essayer ça ici. On va se faire un tableau. Fait que c'est quand même une variable comme n'importe quelle autre. Puis à partir de là, on peut commencer à aller chercher des informations sur le tableau. Ici, pour accéder à une case du tableau, on peut voir ici que j'utilise le $, mais pour aller chercher des informations, il faut que j'enveloppe ça dans des accolades. Okay? Une fois dans les accolades, là, je peux utiliser la syntaxe des tableaux que vous devriez être habitué à ce point-ci, avec le C, avec le Java ou n'importe quoi d'autre. Le nom de notre tableau, les crochets carrés, puis à l'intérieur, le numéro de la case qui est indexé à 0. Donc, on a ici nos 3 éléments. Autre chose intéressante quand on travaille avec des langages interprétés. Donc, les tableaux sont purement dynamiques. Ça veut dire que je peux aller écrire quelque chose dans la case 5, OK? Puis, la case, en ce moment, il y a 0, 1, 2, hein, qui a quelque chose dedans. Fait que 3, 4, dérange pas. Ils ont juste pas rien à l'intérieur. Si on essaie d'aller les voir, c'est juste des cases vides. OK, donc le echo a juste écrit rien sur la ligne.
Donc, on est capable d'avoir des tableaux dynamiques. Ça va aller chercher la dernière case automatiquement. Ça va la créer. Les cases intermédiaires vont juste avoir des valeurs vides à l'intérieur. On a ici une dernière possibilité qui me permet d'aller chercher toutes les valeurs du tableau avec l'étoile. Et que je peux voir ici, il a été chercher les 3 premières valeurs. Après ça, il a affiché les valeurs vides. Et les valeurs vides, ça n'affiche rien. Fait qu'il n'y a juste rien affiché. Puis après ça, il a affiché la dernière valeur qui est dans la 5e case. Fait qu'on est capable de travailler avec des tableaux, aller chercher les différentes informations, remplir ces informations-là, puis aller les recueillir par la suite. Puis on est capable de représenter le tableau d'une manière complète avec le tableau étoile. Si vous voulez en savoir plus, il y a des gentils liens qui sont dans la présentation qui permet d'aller voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a ici travaillé avec un peu les basics, OK, donc les variables. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir les différentes fonctionnalités de langage de programmation. Donc, on est capable d'avoir des conditionnels, on est capable d'avoir des boucles. Donc, tous ces éléments-là sont disponibles à l'intérieur de Bash. Donc, on peut aller voir comment travailler avec ça. J'ai une question de Jacob. Exactement. Donc, dans les langages interprétés, les types n'ont pas besoin d'être définis avant qu'on commence à les utiliser. Le tableau, premièrement, en Bash, tout va être des chaînes de caractères ultimement. Là. Pour lui, c'est pas très problématique. Mais dans les règles des langages interprétés, on appelle ça faiblement typé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de définir le type avant de l'utiliser. Il va juste s'accorder avec ce que tu es en train de mettre dedans. Si tu changes en cours de route, il va changer en cours de route avec toi. Exactement, qui est un autre langage interprété. Donc, si on regarde juste un peu, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un exemple pour travailler avec des if. Donc, on peut voir ici, on a une syntaxe qui est différente, mais qu'on peut quand même comprendre par rapport à nos connaissances. Donc, on peut voir ici, on a un if, OK? Puis après ça, on va avoir une condition. Donc là, la condition, par exemple, on a beaucoup d'options dans le monde de Bash. Si on regarde ici, on va voir c'est quoi les différentes conditions, c'est quoi les différentes expressions qu'on peut avoir. Puis on a un paquet d'options. Okay? Donc on peut regarder est-ce que les fichiers existent. Est-ce que on a une option quelconque qui est enablée. Est-ce que le string est d'une telle taille? Donc c'est une conditionnelle qui est faite pour travailler avec le genre de problématique, le genre d'environnement que le script est supposé, dans lequel le script est supposé vivre. Hein, c'est pas juste une comparaison comme on l'a dans des langages de programmation. Donc on peut voir ici, on a la condition. On a ensuite un then. Donc ici c'est un peu différent. Là. On est obligé d'avoir des mots-clés. Puis on peut voir aussi que il n'y a pas de délimiteur avec des accolades, hein, comme on est habitué, mettons, en C ou en Java. Les délimiteurs vont être des mots-clés. Donc, on a le if, on a le then, puis on a le fi, qui est en fait un if à l'envers. Donc, pour dire que c'est la fin du if. Donc, à l'intérieur de ça, on pourrait avoir différentes instructions qui me permettent d'être représentées. Si, mettons, on s'en va voir les boucles for, on peut voir un peu le même principe. Donc, même si on ne connaît pas le bash spécifiquement, on peut facilement rattraper le principe avec nos connaissances préétablies de programmation. Donc, on peut avoir le for, on a un i,
hein, donc notre compteur, notre élément variant à chaque itération de la boucle. On a un in, puis là ici, ben, ça serait quelque chose qui est un tableau, une liste, quelque chose sur lequel je peux itérer, hein, que je peux aller de case en case, d'élément en élément. On a après ça un do qui me permet de dire voici la liste des instructions, puis on a un done pour être capable de terminer l'utilisation du for. Encore une fois, en bash, les accolades ne sont pas utilisées pour délimiter des blocs d'instructions comme en C ou en Java. C'est purement des délimiteurs en texte qui sont utilisés. Alright. Donc c'est pas mal ça. Hein, on peut aussi avoir des fonctions. C'est aussi possible. Donc on a des fonctions qui peuvent même avoir des paramètres d'entrée au besoin. Donc on voit ici vraiment toutes les features, toutes les caractéristiques d'un langage de programmation complet. Mais c'est un langage de programmation qui est interprété, puis qui a été construit pour travailler à l'intérieur d'un environnement, d'un système d'exploitation. Donc, c'est fait pour travailler avec des fichiers, être capable de rouler des commandes, de prendre le résultat de ces commandes-là, le passer à d'autres commandes. Donc, c'est ça l'environnement de Bash. Puis, c'est là qu'il va agir le mieux. All right. On prend ici. End of slideshow. Certainement. OK, ici, on a un exemple avec... Je vais enlever le shift pour avoir une meilleure représentation. Fait que j'ai l'exemple ici où j'envoie les paramètres test super méga. Fait que premièrement, on peut voir qu'avec le $0, ça nous donne le nombre de paramètres. Hein. J'ai envoyé 3 paramètres. Puis ensuite, je peux utiliser les 4. Ça. Save. Donc, on peut voir qu'on a les 3 paramètres. On va le monter ça. C'est pour le voir. Donc, après ça, le $0 me donne le nom du script. Puis après ça, les $1, 2, 3 jusqu'à N me donnent dans les variables les différents paramètres que j'ai envoyés. Fait que, exactement. Fait que le shift décale les différents paramètres. En fait, tantôt j'ai dit que le 0 n'était pas shifté, mais je pense que je me suis gouré. Ouais. Non, je me suis gouré. Non, je me suis pas gouré. Tout va bien. J'avais mis avant. J'étais comme peut-être qu'il n'avait pas été activé. Tout va bien. Fait que ça, le shift fait juste décaler tous les éléments numérotés à partir de 1. Excellente question. Et... Et oui, on peut. Donc, hein, quand on crée le tableau, c'est n'importe quoi que je peux écrire. Hein? Puis le principe du $, c'est que ça va être évalué puis remplacé par le contenu. Fait que c'est pas un problème. Ça peut être n'importe quelle autre variable, évidemment aussi. Pas juste le $1. Ça peut être d'autres variables que j'aurais enregistrées dans le besoin.
Juste comme ça, genre? Totalement. Donc, si on regarde ça, on peut même faire quelque chose comme ça pour voir toutes les possibilités. Répète la question, là, je suis pas certain d'avoir compris. Ben oui, oui, définitivement. En fait, même, si tu y penses, tu pourrais avoir un conditionnel qu'on a vu tantôt, dire est-ce que le paramètre existe? Si le paramètre n'existe pas, là, fais un read, parce que tu me l'as comme pas donné, il y a comme plein de choses qu'on peut faire de le fun. Là, t'sais. Excellent. Oui, exactement. En Bash, les espaces sont des délimiteurs naturels. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de le mettre quand je déclare des variables. Okay? Parce qu'ils pensent que c'est comme une autre partie d'une autre instruction. C'est pour ça qu'il est très capricieux, mais comme des fois, c'est à notre avantage. Mhm. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que sinon, je vous libérerai pour la journée. Exactement. C'est d'être capable de créer des scripts, d'être capable d'invoquer les fonctions, d'être capable d'utiliser les paramètres, d'être capable de faire des lectures. C'est pas mal qu'est-ce qui va être demandé ultimement dans l'examen de laboratoire. Seulement si vous aviez vu les boucles puis les conditionnels, mais on les a pas vus. Fait que malheureusement, on peut pas vous demander ça. À mon grand chagrin. Ouais, ça ici, c'est un cours d'introduction. On a juste vu ça pendant une période. Ça va être à la hauteur de qu'est-ce qu'on a vu. Le principe, c'est qu'on va peut-être vous donner des commandes qu'on n'a pas vues, hein, puis vous dire, ben, ces commandes-là, voici les genres d'options que tu voudrais utiliser, comme trouve c'est quoi les options qui sont intéressantes pour notre problématique. Excellent. Bonne soirée à vous! Oui, Visual Studio Code. Moi, je trouve que c'est le meilleur éditeur qui te permet en même temps d'avoir un terminal, qui te permet de voir la colorisation syntaxique. Très utile. Oui, en utilisant les éditeurs qui existent à l'intérieur des terminaux. Des choses comme Nano ou Vim, qu'on avait vu il y a 3 semaines, je crois, juste avant l'intro. Mais oui, c'est totalement possible. Oui, il n'y en a pas, ça vient directement avec, là. Comme... Ouais, exact. J'ai malheureusement perdu ta question à travers l'Internet. Peux-tu la répéter?
On va faire un test, là, compte jusqu'à 5. Ok, on est bon, vas-y, répète. Ben, comme, il va être capable d'utiliser le file system sur lequel il est installé. Là. Comme si tu l'installes sur Windows, ça va marcher sur Windows. Si tu l'installes sur Mac, ça va marcher sur Mac. Si tu l'installes sur Linux, ça va marcher sur Linux. Mhm. Oui. Seulement si tu as Bash, puis tous les autres utilitaires qui viennent avec Linux, qui est pas mal moins donné. Et voilà. Ben, il est possiblement dans le repository, ou sinon il serait peut-être dans le Ubuntu Store. Il y a un App Store là, qui existe là, quand tu installes Ubuntu. Là. Il est très possiblement dedans. Excellent. Ben, bonne soirée à tous. Ce fut un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Même bat chain, même batteur.